Nous sommes début mai 1941 et la situation des Allemands en Libye est plutôt médiocre. Les problèmes logistiques sont énormes, le matériel manque et les ateliers de réparation tournent à plein régime pour remettre en état les nombreux véhicules abandonnés lors de l'avance éclair de mars-avril. La troupe, elle, est soumise à rude épreuve. Épuisée, nourrie uniquement de boîtes de conserve et souffrant d'un manque d'eau chronique, beaucoup d'hommes tombent malades. Enfin, Rommel ne dispose plus que d'une quarantaine de chars allemands et à peine plus d'Italiens. Seul point positif, les renforts des premiers éléments de la 15e Panzer arrivent sur Tobrouk, ainsi que plusieurs unités italiennes. Côté anglais, après le choc de l'offensive allemande, on s'organise. Tobrouk, défendu par la 9e australienne, tient solidement, et la frontière a reçu quelques renforts qui ont été confiés au général Gott. Wavell, qui manque principalement de blindés, en réclame d'urgence à Londres. Justement, Churchill, qui avait, contre l'avis de l'état-major anglais, déjà préparé l'envoi de 5 navires chargés de chars à destination de l'Égypte via le cap de Bonne-Espérance, décide de faire passer le convoi par la Méditerranée. Ce sera l'opération Tigre. Le convoi WS-8, escorté par la flotte, traverse la Méditerranée sans dommages majeurs malgré les tentatives d'interception des forces aéronavales de l'Axe. Seul un navire coule après avoir heurté une mine, et 230 chars sont débarqués à Alexandrie le 12 mai. Mais Wavell, sans attendre, peut profiter des difficultés allemandes pour lancer un raid sur les positions de la frontière avec l'espoir d'une exploitation sur Tobrouk même. Le 15 mai à l'aube, les Anglais passent à l'attaque avec 3 brigades contre le Kampfgruppe Erf, unité mixte de la taille d'une brigade mêlant italiens et allemands. Les chars Matilda et la 22e Guard Brigade attaquent la position d'Al-Faya pendant que les chars Cruiser contournent les positions allemandes pour bloquer l'arrivée des renforts. Les Italiens, qui défendent le défilé, détruisent 9 chars sur les 25 engagés par les Britanniques, mais finissent par céder la position. Pendant que Rommel rameute ses forces, dont des blindés de la 15e Panzer à peine arrivés, les Anglais progressent sur Fort Capuzzo et Soloum qu'ils enlèvent dans la journée. Mais le lendemain, les Allemands contre-attaquent violemment et chassent les Britanniques de Fort Capuzzo. Puis, le 17 mai, ils reprennent Soloum et marchent vers le sud. Ayant subi des pertes sensibles, Gott ordonne la retraite, mais veut conserver Sidi Omar et surtout la passe d'Al-Faya. Côté allemand, faute d'essence et d'effectifs suffisants, les unités s'arrêtent. Le 26 mai, les Allemands lancent l'opération Scorpio, avec pour objectif la reprise de la crête d'Al-Faya. Le 27, ils déclenchent une attaque concentrique et la position est conquise. S'ils ont détruit 7 Matilda de plus, il ne leur reste qu'une trentaine de chars en état sur la cinquantaine engagée. Pour Rommel, l'alerte a été chaude, et il décide de fortifier autant que possible la frontière avec des camps retranchés, disposant de réserves de munitions et d'eau pour tenir 2 jours isolés et relativement bien armés. 2 positions reçoivent des batteries de 88 mm anti-aériennes, efficacement reconverties en anti-chars. 8 canons sont postés à Al-Faya, et 8 à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Fort Capuzzo. Il place également en couverture un groupe mécanisé de 85 chars constitué autour du régiment de la 15e Panzer. Les Anglais, de leur côté, ont reconstitué leurs unités blindées grâce au convoi Tigre, et ils disposent d'environ 240 chars, dont près de 140 Matilda. Poussé par un Churchill qui, après l'invasion de la Grèce et la perte de la Crète, veut une victoire, les Britanniques décident de lancer l'opération Battle Axe, une attaque sur la frontière avec l'ambition de repousser Rommel jusqu'à Tobrouk, avec l'aide d'une sortie des assiégés, et voire même de le chasser de Cyrénaïque. L'attaque est prévue pour le 15 juin, mais les Allemands, qui ont intercepté les messages de préparation en clair, sont alertés dès le 14, et le soir même, une partie de la 5e division légère fait mouvement vers l'est depuis Tobrouk. Le 15 au petit matin, une brigade de Matilda attaque Al-Faya depuis le désert, pendant que la 4e brigade motorisée indienne attaque depuis la route côtière. Dans le même temps, la 7e division blindée contourne la position plus au sud. Les Germano-Italiens, installés à Al-Faya, et surtout leurs 88 mm, étrillent la brigade blindée, détruisant 9 Matilda en quelques minutes. Ils repoussent aussi les Indiens attaquant le long de la route côtière. Mais la brigade blindée anglaise s'empare quand même de Fort Capuzzo. La 7e blindée, de son côté, tombe aussi sur les 88 mm. Le tir à bout portant des canons allemands fait des ravages dans les rangs des blindés anglais, qui arrivent quand même à pénétrer dans une partie du point d'appui, détruisant la moitié des canons. À ce moment, les chars de la 15e Panzer apparaissent brusquement entre les 2 points d'appui et se heurtent aux chars britanniques, leur infligeant des pertes sévères. Le 16, le Kampfgruppe de la 5e légère lance l'attaque et repousse les Anglais sur Sidi Omar, pendant qu'Al-Faya résiste toujours, prélevant un lourd tribut aux chars anglais et à la brigade indienne lors des tentatives d'attaque de la position.
Le 17, c'est la contre-attaque allemande. La 5e légère repousse les chars adverses et remonte dans le dos des Anglais de Fort Capuzzo. Devant la menace de voir ses forces encerclées, Gott décide de reculer. Et le 18, ses unités ont regagné leur position de départ. L'échec est cuisant pour les Anglais. Plus de la moitié des chars engagés ont été détruits et ils ont été platement battus en 4 jours. Churchill, furieux, décide de remplacer Wavell, qu'il avait pourtant poussé à attaquer alors que celui-ci aurait préféré avoir du temps pour préparer l'offensive. C'est le général Auchinleck qui prend le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient. Côté allemand, la victoire, rapide, menée de main de maître, habilement médiatisée, a un grand retentissement. Et la légende de Rommel, renard du désert, commence à se répandre. De plus, même si les pertes ont été lourdes, les Allemands peuvent réparer un grand nombre de leurs chars endommagés. Pour la garnison de Tobruk, l'échec de Battle Axe annonce un lent siège. La 9e australienne va aussi y bâtir sa légende. Régulièrement bombardés par la Luftwaffe et l'artillerie ennemie, manquant de tout, les Australiens résistent. Mieux, son chef, le général Morshead, a décidé de mener une guerre du no man's land active, multipliant les coups de main et les attaques locales brusques contre les points d'appui ennemis. En face, les renforts arrivent enfin. Les Italiens envoient plusieurs divisions et les Allemands réorganisent leurs forces. La 5e légère, renforcée, devient la 21e division de Panzer. De plus, une division faite d'unités hétéroclites d'infanterie allemande renforce aussi le nouveau Panzergruppe Afrika. De son côté, la Western Desert Force aussi est réorganisée et devient la 8e armée, commandée par le général Cunningham. Elle est subdivisée en 2 corps, le 30e corps, qui regroupe la plupart des blindés, et le 13e corps. Churchill, qui veut absolument une victoire dans le désert libyen, envoie le plus de renforts possible en Égypte malgré l'opposition de ses généraux préoccupés par la menace japonaise grandissante en Orient. Cette menace japonaise provoque d'ailleurs, à partir de septembre, la relève de la 9e australienne à la demande impérative de son gouvernement, et elle est remplacée à Tobruk par la 50e division anglaise. À la mi-septembre, Rommel déclenche un raid sur l'Égypte sur les positions supposées d'un dépôt. L'opération Songe d'une nuit d'été. Si les Allemands ne trouvent ni dépôt ni ennemis, ils subissent les violentes attaques de la RAF et sont contraints de reculer. Mais des documents trouvés sur place donnent à penser à Rommel que les Britanniques ne sont pas prêts à lancer une offensive. En fait, ces documents sont des faux, et les Anglais préparent l'opération Crusader, qu'ils espèrent décisive. À la mi-octobre, la veille de l'attaque, la 8e armée dispose de près de 120 000 hommes et 730 chars. Les Allemands, eux, alignent autant d'hommes, mais seulement un peu plus de 200 chars allemands, soutenus par autant de chars italiens. L'infanterie britannique est aussi bien mieux motorisée. Enfin, les troupes de l'Axe ne disposent pas de réserve et les stocks de ravitaillement sont faibles. Le 18 novembre, alors que les pluies diluviennes clouent la Luftwaffe au sol, les Anglais lancent l'attaque. Le 30e corps contourne les positions de la frontière, puis s'arrête en attendant une réaction allemande afin de repérer et de détruire leurs blindés. Mais Rommel, tout à sa préparation de l'assaut sur Tobruk, ne croit pas à une réelle offensive, mais plutôt à un simple raid, et il ne bouge pas. Le 19, désorienté par cette apparente apathie, Gott, qui commande le 30e corps, décide de pousser sur Tobruk en 3 colonnes. La colonne de gauche tombe peu après sur la division Harriet, à qui elle inflige de lourdes pertes, mais qui l'arrête quand même. La colonne de droite, elle, tombe sur les chars allemands de la 21e Panzer et perd 20 chars en quelques minutes. Enfin, la colonne du centre, elle, parvient à atteindre l'aérodrome de Sidi Rezegh, à seulement 16 km du périmètre de Tobruk. Le 20, le général Cruel, commandant des panzers allemands, qui au contraire de Rommel a bien évalué l'ampleur de l'attaque, lance ses chars contre la 7e division autour de Sidi Rezegh. Le soir même, Rommel, convaincu par Cruel, réorganise son dispositif pour chasser les Anglais. Il demande aux Italiens de serrer le siège pour éviter une sortie de la garnison, et lance les chars italiens couper la retraite aux blindés britanniques. Le 23 novembre, les 21e et 15e Panzer attaquent la 7e division blindée anglaise. Après une journée de combats confus, la division anglaise est quasi anéantie, mais les Allemands ont aussi perdu plus de la moitié de leurs chars. Et plus grave pour eux, les unités du 13e corps progressent le long de la côte, encerclent Soloum et Al-Faya et menacent Bardia. Rommel, qui veut en finir, décide de lancer ses chars vers la frontière pour couper les lignes d'approvisionnement des divisions en route pour Tobruk. Il est persuadé que les Anglais sont à bout de nerfs et sur le point de décrocher. Et il ne se trompe pas de beaucoup. En effet, au QG de la 8e armée, Cunningham est ébranlé par les pertes de la veille et sur le point de reculer. Mais Auchinleck, arrivé en urgence du Caire, refuse. Il le relève de son commandement et nomme le général Neyrichi à la tête de l'armée.
Pendant ce temps, les chars allemands atteignent Sidi Omar, puis tentent de rejoindre les positions de Solum et d'Al-Faya. Mais Ricci, fraîchement nommé, ne cède pas et ordonne au 13e corps de continuer sur Tobrouk. Le 26, la 2e division néo-zélandaise approche de Tobrouk et une sortie de la garnison permet la jonction. Le 27, les Allemands rétablissent le siège, mais la situation devient critique. Les combats autour de Tobrouk et de la frontière sont confus et meurtriers pour les deux camps, mais Auchinleck et Ricci, convaincus que les Allemands sont à bout de ressources, lancent attaque sur attaque. Le 5 décembre, il ne reste plus que 40 chars à Rommel. Les munitions sont épuisées et l'essence commence à manquer. À contre-cœur, il décide de reculer et commence à envoyer l'infanterie italienne vers Derna. Rommel, qui sait qu'il n'aura pas de renfort dans l'immédiat et que la Luftwaffe ne pourra pas déployer les renforts venus de Russie avant plusieurs semaines, envisage d'évacuer toute la Cyrénaïque. Le 15 décembre, il fait une pause à Gazala pour laisser le temps à l'infanterie italienne de reculer. Malgré les réticences des généraux italiens, il continue sa retraite. Le 17, les forces de l'Axe sont sur la ligne Mekili-Derna, mais Rommel, qui craint un débordement, ne s'y arrête qu'une journée. Le 22 décembre, les Allemands sont à Agebadia, en couverture de la retraite italienne. Du 26 au 29, Austin Godwin, chef du 13e corps, tente de déborder les Allemands, mais échoue. Puis une contre-attaque des restes des Panzers, qui ont reçu du ravitaillement, détruisent les 2 tiers de ces blindés. À partir du 30, les Allemands reculent sur El Agheila, qu'ils atteignent le 2 janvier. Ce même jour, Bardia, encerclé depuis le début décembre, capitule. Enfin, le 17 janvier, les forces encerclées autour d'Al-Faya, à bout de munitions, se rendent aux Anglais. Si la bataille de Crusader est une incontestable victoire britannique, les pertes des deux camps sont importantes. Du côté de l'Axe, 70% des blindés ont été perdus. Un tiers de l'effectif a été tué, blessé ou porté disparu. Les Anglais, eux, ont perdu moins d'hommes et beaucoup plus de blindés. Mais contrairement aux Allemands, Ricci dispose de grandes réserves de chars. Auchinleck, optimiste, décide de se donner 1 mois de préparation avant de lancer l'attaque destinée à chasser définitivement les Allemands de Libye, l'opération Acrobat. Mais ce court répit permet aux Allemands de recevoir des renforts. En effet, l'arrivée en force de l'aviation allemande sécurise la route des convois et l'approvisionnement des unités de l'Axe. À la mi-janvier, les Allemands disposent d'une centaine de chars, et Rommel décide de lancer une opération visant à encercler et détruire les forces en face de lui. Le 21 janvier, il lance une attaque en tenaille qui surprend totalement les Anglais, qui reculent avant d'être encerclés. Malgré l'opposition des Italiens, il décide de pousser son avantage, et le 22, il prend Agebadia. Les combats autour de cette position coûtent 230 chars aux Anglais pour des pertes allemandes minimes. Ceux-ci progressent vers l'ouest et atteignent Sousse le 25. Optimiste, Auchinleck télégraphie à Churchill qu'il compte sur le manque de troupes fraîches et de ravitaillement de l'ennemi pour faire tourner les événements à son avantage. En attendant, Rommel lance une colonne vers Mekili pour leurrer l'adversaire, et lui-même, avec un Kampfgruppe, remonte à travers le Djebel Akdar plein nord. Malgré des conditions difficiles, il approche de Benghazi en repoussant les forces indiennes envoyées à sa rencontre. Benghazi menaçant d'être isolé, les Anglais l'évacuent en catastrophe. Le 29, les Allemands entrent dans la ville et s'emparent d'un butin conséquent. L'avance des troupes de l'Axe continue, et les Anglais, qui voient le risque de se faire couper la retraite, reculent. Le 5 février, le 13e corps prend position sur la ligne Gazala-Birakem, rejoint dans la soirée par les unités de l'Axe. Malgré la perte de plus de 150 chars, Auchinleck considère ce retournement comme un simple contretemps, mais prend aussi conscience que pour l'emporter, il doit obtenir une supériorité numérique et entraîner ses troupes. Il décide de ne lancer une attaque qu'une fois sûr de l'emporter. Mais c'est sans compter sur Churchill, toujours aussi impatient et obsédé par Rommel, qui à force d'insister, obtient d'Auchinleck l'assurance qu'il attaquera à la mi-juin. Mais Rommel ne compte pas en rester là et prépare sa propre offensive avec les renforts qui sont arrivés. De plus, ses lignes de ravitaillement sont plus sûres, depuis l'arrivée de la Luftflotte 2. Enfin, une grande opération aéronavale italo-allemande est prévue pour s'emparer de Malte une fois Tobrouk prise. Les positions de la ligne de Gazala, si elles sont composées d'une ligne de boxe solide, ne sont pas exemptes de faiblesses. Les blindés, en couverture, sont dispersés, et il n'y a que des champs de mines sur les 30 km entre le poste de Birakem, au sud, et le box du centre. Le plan d'attaque est d'abord d'encercler les forces de la ligne de Gazala en les contournant par le sud, les détruire, puis de s'emparer de Tobrouk. Rommel pense l'emporter en 4 jours. Le 25 mai, il lance son attaque, contourne les lignes avec son corps mobile pendant que les Italiens amusent les forces au nord.
Mais si l'attaque commence bien, les Anglais finissent par arrêter les blindés de l'Axe à hauteur de Knightsbridge. Malgré plusieurs tentatives, ils n'arrivent pas à gagner la côte. Coincés derrière les lignes anglaises, dans ce que l'on a appelé le chaudron, la situation de Rommel semble désespérée, et les Anglais, optimistes, pensent tenir le renard du désert. Mais Rommel décide de se mettre en position défensive et de laisser les Anglais s'user contre ses antichars, pendant qu'il s'ouvre un passage dans les champs de mines derrière lui. Les Anglais lancent alors pendant plusieurs jours des attaques décousues sur le chaudron, subissant des pertes importantes. Rommel, tout en les repoussant, s'ouvre un passage dans les champs de mines, puis se tourne vers Bir Hakeim, défendu par la première brigade de la France libre. Les Français, encerclés, vont résister héroïquement pendant 15 jours, repoussant tous les assauts, puis finiront par évacuer de nuit leur position pour regagner les lignes britanniques le 11 juin. Le même jour, les Allemands passent brusquement à l'attaque vers Knightsbridge et se heurtent aux blindés anglais. Ils détruisent plus de 200 chars et commencent leur avance vers la côte. Le 14 juin, Ritchie fait reculer ses unités du nord de la ligne de Gazala, menacée d'encerclement. Du 14 au 17, les Germano-Italiens poussent vers l'est, repoussant les Anglais en leur infligeant des pertes sensibles. Ritchie, éprouvé par les pertes subies, décide de reculer sur la frontière et en avertit Auchinleck, qui, après quelques hésitations, accepte. Mais sous l'influence de Churchill, il décide de laisser, comme l'année précédente, une garnison enfermée dans Tobruk. Le 18 juin, les unités de reconnaissance allemandes atteignent Bardia, Vide et la frontière. Le 19, Rommel feint une avancée des blindés sur l'Égypte, puis le 20, il se retourne brutalement sur Tobruk et lance l'assaut avec l'appui des Stukas. Après une journée de combat, la ville tombe aux mains des Allemands avec ses 30 000 hommes. Les forces de l'Axe mettent la main sur un énorme butin, dont 2 500 000 litres de carburant, 2000 véhicules en état de marche et 5000 tonnes de vivres. La prise de Tobruk a un énorme retentissement mondial et Rommel y gagne son bâton de maréchal. C'est un triomphe. Mais il ne perd pas de vue son objectif principal, Alexandrie et le canal de Suez. Et surtout, il ne veut laisser aucun répit aux Anglais en déroute qui pourrait leur permettre de se ressaisir.